Putain, mais pourquoi je suis parti bosser, putain? Je vais mourir, putain! Bon, comme tout le monde, mais plus vite que la plupart. Classer des dossiers papier à raison de 8 heures par jour, à mesure qu'ils sont demandés et rendus par les juristes. Dans 10 ans, mon métier aura lui aussi disparu. Putain de boulot no-brain, quoi. Répétitif au possible, qui t'empêche de réfléchir à quoi que ce soit. On pourrait croire l'inverse, hein. Pas de réflexion, donc dérivation des fonctions cognitives vers des sujets plus intéressants, bah mon cul, ouais. La première semaine, à la limite, bah arrive très vite la démotivation, suivie de la démoralisation, et suivant votre caractère, résignation, dépression, rien à foutration. Là, je m'enregistre pendant ma pause de 10 heures. Je viens de réaliser que je suis en train de perdre le peu de temps qui me reste. Bon, bah... rebondissons. Tentons d'optimiser ce temps, justement. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais avoir besoin de thunes pour ça. Ça, c'est sûr. Du coup, direction les RH. Pleurer, c'est un talent. Émouvoir, ça peut être un métier. Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu étant môme. Le premier qui m'a donné envie de lire autre chose que des Tintins et des Spider-Man. Au bonheur des ogres, de Daniel Pénac. L'histoire de Benjamin Malocène, salarié pour encaisser les plaintes des clients du grand magasin qu'il emploie. S'il chialait assez, le client retirait sa plainte et il était payé. Bah, va falloir s'en inspirer pour repartir avec une rupture conventionnelle et un chèque intéressant. Mais ce talent, je l'ai pas. Et pour la première fois de ma vie professionnelle, bah, j'envisage d'aller voir notre syndicat pour un coup de main. Je suis un Français moyen, donc je me syndicalise pas. Je ris d'eux, je les conspue, surtout durant les grèves, mais dès que j'en ai besoin, bah, je rends pas leur bureau. Et Michel, le syndiqué aux 3 lettres, m'écoute. L'œil endormi, la face léthargique, les lèvres prêtes à ronfler. Lorsque je termine mon histoire, très courte, il réagit pas. Ma mort me semble d'être d'un ennui. Je me suis préparé à l'insulter comme il se devait lorsqu'il s'est redressé vers moi. Il m'explique que ce qui me tue, c'est l'oppression, que ma maladie n'est que la conséquence de l'asservissement du petit peuple que je représente. Il s'illumine à l'évocation de Marx et Engels. Il rajeunit de 50 ans, alors qu'il n'en a pas 40, se remémorant un printemps 68 qu'il n'a connu que dans les livres et les tracts. Il parle de ma condition, me promet le combat et la victoire sur la bourgeoisie. Il détaille ma vie dans la société, détaillant les victoires obtenues et les échecs qu'on m'a collés injustement sur le dos. Harcèlement moral, ambiance délétère maintenue à dessein entre les employés, immaturité et tyrannie du management m'ayant poussé à la porte de la dépression à de multiples reprises, rabaissement ininterrompu de mon faible ego. Si, faible ego. Qui est carrément quoi. Bon, seul petit bémol, je me reconnais absolument pas dans son récit à ce moment-là. Il attendait un prétexte pour en faire un cheval de bataille, et là il est en train d'harnacher un poney en armure de guerre. Bah, après tout, si son imagination, sa démagogie et son sophisme peuvent m'avoir 2-3 chèques vacances en plus, allons-y quoi. Je veux bien être en première ligne pour une fois. Napoléon, nous voilà! Espérons que le bureau des ressources humaines sera Austerlitz et non Waterloo. Mon Michel, il est remonté comme en 36, période qu'il n'a bien évidemment pas connue non plus, lors des grèves pour l'obtention des premiers congés payés. Pas de préparation, trop longtemps qu'il est sur le banc de touche de la revendication. Les RH, on y va, mais maintenant quoi. Je frappe 3 fois à la porte, comme au théâtre, première erreur, ça va se voir que je surjoue. Quoique je vais mourir, alors j'ai même un mot du docteur. Comment je pourrais surjouer? Et puis à côté de Michel, vu l'état dans lequel il est, ben, je suis sûr de faire sobre en fait. On investit le bureau et Michel dégaine. Calme-toi mon grand, tu vas pas tenir 5 minutes. Je le calme un peu, j'expose le thème principal sans donner la cause. Faut toujours savoir garder les cartouches pour le débat. Jouons la stratégique. La gentille RRH me regarde médusée et appelle mon responsable. Michel s'emporte un peu, l'accusant de jouer la montre, de noyer le poisson. Mais non, c'est la procédure classique. C'est normal que... Alors on se pose, et on boit un petit café en attendant dans le silence. Je me suis toujours demandé si certains métiers pouvaient avoir une cohérence physique dans leurs recrues. A-t-on déjà vu une esthéticienne moche par exemple? De mémoire d'homme, non. Il doit y avoir un certain darwinisme dans les métiers, une sélection naturelle.
Cela reviendrait à aller voir un médecin toujours malade ou un garagiste dont la voiture est en panne constamment. Ça aurait pas de sens. Bah, à mon moyen étonnement, les RH c'est pareil. Dans toutes les boîtes où j'ai été, ne serait-ce que en entretien d'embauche, toutes les membres des RH étaient des femmes fort charmantes, pour ne pas dire plus. Jamais d'hommes, jamais de repoussoirs. Alors, je veux bien être chanceux. Ouais, en fait non. Mais bon. Bref. À ce niveau statistique, et Brigitte, que nous avons en face de nous, bien qu'ayant un prénom ayant dépassé la date de péremption, ne déroge pas à la règle. Et Michel, tout syndicaliste qu'il est, n'en est pas moins homme. Et il commence à s'en souvenir, le bougre. Sympa tes bracelets. C'est vrai qu'ils sont sympas ces bracelets. De grands bracelets en métal clair, peut-être de l'argent ou un cadeau peut-être. Ouais, peut-être, ouais, joli cadeau ceci dit. J'imagine que Michel veut lui faire comprendre qu'un tel bracelet, elle ne pourrait pas se l'acheter seule, qu'elle est donc de notre côté, nous, petit peuple, qui formons un amant sans doute. Ami, il a voulu dire ami. Non, sans déconner, t'as voulu dire ami, Michel. Ta langue est fourchée, enfin voilà, enfin c'est pas grave, ça arrive, hein, mais ta langue est fourchée. Tu dois avoir un lit à barreaux chez toi. Alors là, j'ai beau avoir vu tous les épisodes de Sherlock, là le lien il est pas des plus. Pour t'enchaîner, je suis sûr, avec des bracelets comme ça, tu dois aimer te menotter. Je vous jure que c'est ce qu'il a dit. Alors, mon imitation est peut-être mauvaise, mais je vous jure que c'est ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, deux visages médusés se sont regardés, ont aussi regardé l'avatar du prolétariat digresser sur son fantasme de la lutte des classes. Non, en fait, il a pas voulu dire ami, non, pas du tout. Regard vers la RH qui me regarde, puis regarde Michel pour revenir vers moi. J'y suis pour rien, moi, Choupette, hein. Choupette qui semble être prise de légers tremblements dans les avant-bras. Ça va partir et ça va pas être bon pour moi non plus. Alors j'interviens. Tu aimes ça les monologues et les discours engagés, tu vas être servi mon bonhomme. Moi aussi je peux broder sur le machisme et le sexisme, opposer la lutte des sexes à la lutte des classes, tout en ne m'étant jamais intéressé à la condition féminine dans la société. J'ai déjà du mal à trouver ma propre place, voire même ma propre condition. Je flirte avec l'impolitesse quand je le compare à un facochère dans son placard qu'il s'est construit lui-même à grands coups d'idées toutes préconçues, qu'il a apprises lors des manifestations biannuelles entre République et Bastille. Résultat, Michel regarde ses godasses, esquisse un début d'excuse, puis se casse avec une rapidité qu'on n'aurait pas pu lui soupçonner, nous laissant, Brigitte, toujours médusée, et moi, essoufflés par cette tirade. Résultat, pas de responsable. J'expose mon problème, ma maladie, Brigitte compatit, elle en pleure presque d'ailleurs, et me promet des congés payés jusqu'à la fin de ma vie, avec un petit bonus se comptant en mois de salaire. Merci Michel.